au moment où le séisme allait se passer. Donc, je revenais de voir mon gynécologue et dans une des structures de la capitale. J'avais un enfant de 3 mois qui était avec moi. Et pendant que je berçais mon enfant, j'ai ressenti les secousses. J'ai entendu un bruit qui avait l'air d'une explosion sous forme de bombe atomique. On ne savait pas quoi c'était. C'est au deuxième secousse qu'on a pu voir que c'était un tremblement de terre. À ce moment dans ma tête, je m'étais dit une seule chose. Si 5 minutes, je me vois encore là, je suis en vie. Quand ça s'était arrivé, tout de suite après, j'ai dû laisser la maison pour sortir sur la rue. Et j'ai passé environ 1 mois sous les tentes parce que j'avais peur de rentrer, de dormir sur les bétons de la maison, vraiment. Le lendemain, quand je me rendais à MSF Hollande, sur tout le long de la route, on a vu les dégâts, on a vu les gens qui sont dans les rues, on a vu des cadavres empilés comme ça et dans les rues. Là, c'était un choc. Quand Médecins sans frontières m'a appelé, c'était 1 semaine et demie après le séisme. Donc j'étais en province et j'ai dû rentrer pour rejoindre l'équipe de santé mentale. Ce fut une journée assez difficile parce qu'il y avait trop de souffrance. Souffrance des enfants qui ne pouvaient pas accepter cette perte, perdre leurs membres, perdre et une bonne partie de leur corps. Médecins sans frontières, après le tremblement de terre, était vraiment l'une des premières organisations qui a pu intervenir rapidement pour aider les victimes. On avait Médecins sans frontières France qui était déjà là sur le terrain, qui faisait la traumatologie, prise en charge des gens, de ces victimes-là. Juste après le tremblement de terre, c'était le choléra. Il ne m'a pas touché personnellement, mais il a touché pas mal de personnes dans la population. Et parmi les personnes qui ont été touchées, je faisais partie du staff qui prenait en charge ce type de victimes et les parents de ceux-là qui étaient décédés. Donc ça n'a pas été facile. C'est une maladie qui a provoqué la peur, vu qu'à cette époque, c'était une maladie nouvelle et qu'on ne savait pas encore que ça pouvait être maîtrisé. Après 10 ans de la catastrophe, je peux dire qu'on n'espérait pas à ce niveau. On espérait être plus loin. Jusqu'à aujourd'hui encore, on a encore des personnes sous des tentes et presque tous les bâtiments qui devraient être reconstruits, dont le Palais national, c'est là encore, il y a la cathédrale de Port-au-Prince, il y a plein de choses encore, plein d'institutions importantes dans le pays qui devraient être reconstruites. Jusqu'à présent, elles ne le sont pas. Autrefois, on avait toujours ça, le blocage. Mais on circulait quand même, l'école fonctionnait quand même. C'est pour la première fois qu'on a eu un blocage où tout est bloqué. Une chose aussi qui est spécifique, c'est qu'en 2004, c'était quelque chose qui concernait Port-au-Prince. Et maintenant, en 2019, ça concerne le pays en général. Donc, c'est toutes les villes. Donc, même pour sortir d'ici, pour aller et dans les villes, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile au point que même pour faire venir l'afflux de brûlés qui était dans le sud, ça n'a pas été facile pour qu'ils puissent traverser les barricades. Lorsqu'on est chez soi, on entend des tirs. On ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas pourquoi. On a un pays où presque tout le monde est armé. Quand on passe dans un quartier, on entend toujours les détonations de balles. Et avec ça, on est très stressé. Même si pour venir travailler, MSF assurait le transport.